Hello les légendes et bienvenue pour ce troisième hors-série qui va cette fois connecter la prépa physique avec la stat. On va essayer de démystifier l'envers du décor de la préparation physique et de mieux comprendre comment vous faire progresser, jeunes et moins jeunes auditeurs, surtout à l'heure d'un énième confinement où la tentation du canap peut l'emporter sur la niaque éventuelle de garder la condition semaine après semaine, surtout quand les clubs sont à moitié ouverts et les tournois au point mort. Mais on continue de vous apporter un max de valeur avec un nouvel expert, le Suisse Lionel Grossenbacher, actuel prépa physique de Veras Von Areva, ancienne numéro 2 mondiale en simple et en double. Lionel travaille avec Fabs Barrault, notre expert statisticien, qui collabore lui avec le coach de Daniil Medvedev, et c'est Fab qui nous a soufflé l'idée de faire intervenir Lionel en direct de Dubaï. J'en profite pour vous annoncer qu'on a enregistré 33 optimisations avec notre expert pour comprendre l'ADN profond de votre style de jeu et grappiller de précieux points grâce à la stat. J'ai inséré un bonus de 35 minutes au sein de ces optimisations qu'on a tourné avec Lionel, notre invité du jour. On y reprend chaque style de jeu, il y en a 7, Fabrice nous les détaille, et Lionel nous explique les spécificités physiques de chacun, et nous offre en complément des exercices simples et concrets que vous pourrez reproduire facilement. Pour accéder à ce contenu qui est payant, c'est le deuxième lien en description, et si vous voulez d'abord voir à quoi ça ressemble, vous avez à disposition 4 optimisations gratuites, soit 1h14 de contenu, et c'est un excellent avant-goût des 33 optimisations. Tout est en dessous en description de l'épisode. Sachez juste qu'on lance une rapide promotion de 50% pour le week-end de Pâques. Elle est valable jusqu'à lundi 5 avril à 22h. Place à ce troisième hors-série dédié à la prépa physique en lien avec les statistiques. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Je la refais, bien évidemment. Alors hello à tous, aujourd'hui nous sommes avec Fabrice Barrault, que vous reconnaissez pour l'avoir vu déjà 49 fois. Et Fabrice nous a soufflé l'idée de recevoir Lionel Grossenbacher, que je vais vous présenter. Lionel est prépa physique, mais bien plus, il a plusieurs casquettes. Déjà Lionel, tu as un master en éducation physique, tu collabores avec la Fédé Suisse de tennis, tu es entraîneur olympique Swiss Tennis, rien que ça. Tu as formé le Suisse Damien Wenger du mini-tennis à numéro 24 mondial junior. Il a été champion d'Europe en double. Et il a gagné le grade 1 de Charleroi en préparation à Roland-Garros. Tu es l'actuel prépa physique de Veras Von Areva, qui a été deuxième joueuse mondiale en simple et en double, qui est actuellement 79e à la race, après avoir fait une pause pour cause de maternité. Et donc, comme annoncé plus ou moins dans les grandes lignes juste avant, tu es aussi, on va dire, un bon pote du master Fabrice Barrault, avec lequel tu travailles en étroite collaboration sur la stat. Est-ce qu'on doit... Fabrice, je vais quand même te représenter, au cas où on est des nouveaux auditeurs et des nouvelles auditrices. Fabrice, donc tu es statisticien spécialisé dans le tennis, tu travailles avec Gilles Servara, qui est le coach de Daniil Medvedev. Tu travailles aussi avec Fred Fontan, coach de Félix Auger-Aliassime, Nico Mahut en direct, et depuis peu avec la Tchèque Marie Bouskova et son coach, qui est aux portes du top 100 mondial. Qui est D'accord. 50. Qui est 50. Eh ben, très bien. Après les infos de Veras Von Areva, on a les infos de Marie Bouskova. Lionel, déjà, est-ce qu'on doit ajouter certaines choses à ta présentation, des choses majeures que je n'ai pas précisées? Fabrice m'a dit qu'en tant que Suisse, vous aviez du mal à vous mettre en avant, les gars, mais là, c'est maintenant ou jamais, Lionel. Déjà, merci de la présentation. Tout était peut-être pas dans le parfait ordre, mais en tout cas, les Ah, formations correspondent à ce que j'ai suivi. Maintenant, ouais, qu'est-ce qu'on peut rajouter? On peut rajouter peut-être un peu depuis quand je travaille et puis un peu le vécu, avec quels athlètes j'ai travaillé jusque-là. ouais, J'ai commencé pendant ma formation universitaire, j'ai commencé le coaching assez tôt. Avec le temps, j'ai plus en plus travaillé dedans. J'ai principalement travaillé dans le tennis, mais aussi un petit peu avec une équipe de volleyball en première division en Suisse pendant 3 ans. ok. Et puis avec un patineur artistique aussi qui était multiple champion suisse, Stéphane Walker, pendant 4 ans. Et c'était la période, je me diversifie. Et après, je me suis dit, non, ma passion, c'est quand même le tennis, donc il faut que je me remette au tennis. Et puis là, maintenant, depuis, je crois, 2013 ou 14, vraiment, je fais de nouveau plus que le tennis. Comme tu l'as mentionné avant avec Damien Wenger, je l'ai suivi depuis dans toutes les étapes de sa formation jusqu'à maintenant à ATP 800. Ouais.
Et j'ai aussi travaillé en prépa physique avec un petit peu toutes les gammes de joueurs, quoi. U10, U12, U14, top 1000, top 500, jusqu'à Vera qui était top 100 ou qui est top 100 à la race là maintenant. Donc un petit peu de tout. Ce qui est hyper intéressant, ce qu'on va voir en deux parties. Tu te sers d'outils de mesure. On va voir quels sont justement tes outils de mesure que tu utilises pour évaluer les joueurs sur Mm. leurs conditions physiques. Et en deuxième partie, où Fabrice pourra aussi intervenir, on verra ensemble la connexion entre une stat de performance, donc les stats dont se sert Fabrice, et la connexion dont on peut faire avec l'interprétation physique, ton interprétation physique à toi, Lionel, en tant que préparateur, en tant que Mm. coach. Déjà, est-ce que toi-même, tu as été bon joueur? Est-ce que tu as rêvé de devenir pro ou pas du tout? Non, non, j'ai jamais rêvé de devenir pro parce que j'ai joué, ça a toujours été mon sport et ma passion, mais j'ai commencé un peu tard et puis j'étais touche à tout. Dès que je découvrais un nouveau sport, il fallait que j'aille voir ce que ça donnait en compétition et la voile, du ski, du snowboard, du tennis de table, du beach volley, j'ai un peu tout essayé. Ouais. Donc en tennis, j'ai joué, je sais pas, pour un assez bon niveau amateur. Ça s'est arrêté par là, mais après très très vite, j'ai eu les études et le coaching, quoi. Et comment tu as atterri avec Vera Zvonareva, qui fait quand même partie de l'élite du tennis mondial? On n'atterrit pas là par hasard. Comment vous êtes connectés et est-ce que vous entendez bien? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Oui, oui, bah c'est fait un peu naturellement parce que j'étais à l'US Open avec Damien Wenger. Yes. Et puis, donc junior. Et puis, là, le premier jour, on arrive, on va checker un court avec les étoiles plein les yeux. Et là, je tombe sur Arnaud de Cugis, qui est un entraîneur français relativement connu en France. Marie de Euh, Julie Allard, ancienne numéro 1 française. Et numéro 1 exactement, mondiale ouais. de double. Numéro 1 mondial de double, ouais. Et bah, je le connaissais un petit peu vu qu'il habite en Suisse. Donc, on se croisait à l'occasion sur des championnats nationaux, des choses comme ça. Et puis voilà, quoi. Lui, il venait de commencer sa collaboration avec elle. Je Ouais. crois qu'il avait besoin d'un team. Et puis, un mois après, il me contactait pour voir si j'étais intéressé à travailler avec elle. Et Ok. après, petit à petit, ben voilà, au début, elle est quand même russe. Donc, au début, enfin, elle est russe avec beaucoup d'expérience. Donc, ça prend son temps pour créer la communication. Et puis, mais maintenant, je dois dire que ça se passe vraiment bien. C'est vraiment facile de travailler avec. Ouais, Ouais, vous entendez bien, elle est cool avec toi au quotidien, c'est facile à gérer? ouais, 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 ça va, ça va. Bah, il faut savoir, il faut savoir écouter parce qu'elle a quand même des idées assez précises sur beaucoup de choses. Ouais. Et après, il faut trier un petit peu tout ça et puis essayer de la diriger. Et puis après, elle est preneuse. Et sur Mm. l'entraînement physique, c'est facile parce que c'est une grosse bosseuse. Donc là, elle prend tout, elle travaille, elle en demande toujours plus. Donc il faut plutôt la freiner là. Ce dont on parlait l'autre fois en off, que tu me disais, c'est que elle a 37 ans, je crois, aujourd'hui, c'est ça? Ouais, 36 ou 37, ouais. 37, ouais. Et ce qui la faisait tenir, j'essayais de savoir si c'était bah voilà, le fait de jouer le jeu, de faire le taf, ou vraiment la passion. Et tu disais que non, elle avait un truc intérieur où parfois il fallait plus la freiner, tellement elle était Mm. déterminée dans son projet. Et finalement, il n'y a pas forcément de secret. Elle est là. Bon, elle doit être lucide évidemment sur les enjeux du circuit, sachant que elle fait partie des anciennes, où le prize Mm. money a évolué avec le temps, mais elle reste animée par une espèce de passion que toi tu peux ressentir en tout cas dans l'énergie qu'elle met d'un point de vue physique. Bah, c'est la question, sans on la lui pose directement, elle est impossible à répondre. Mais quand on met autant d'énergie, d'effort, de souffrance dans ce qu'on fait, notamment dans l'entraînement physique, dans les voyages et tout ça. Je vois aussi la manière dont elle se renseigne en permanence sur les résultats des autres, sur Ouais. ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Ouais, à mon avis, sans passion, vraiment avoir une passion profonde, une motivation profonde pour ce sport, je pense pas qu'on puisse continuer à le faire. Donc moi, je pense que la flamme, elle est là. Juste pour recontextualiser, tu es à Dubaï, c'est bien ça, pour le tournoi qui approche, là, qui commence demain. Juste petite anecdote parallèle. Hier, là, on est quoi? On tourne début mars, donc avant le tournoi de Dubaï. Et hier, il y a Benoît Paire, notre ami Benoît Paire, qui a fissuré en fin de match et qui a posté une photo sur Twitter avec un très joli émoticône où voilà, il montre son prize money. Et en fait, on se rend compte que en disant bah, finalement, ça vaut le coup de jouer comme une merde parce que bon, voilà, il nous montre qu'il gagne bien sa vie. Mais une nana comme Zvonareva, qui a quand même un peu plus de bouteilles, a gagné quasiment le double. Et bah, voilà, des joueurs et des joueuses comme ça, j'avais juste envie d'en parler très rapidement, mais des joueurs et des joueuses comme ça qui mènent leur barque, qui la mènent plutôt bien, sans forcément faire de vagues. Mais il y en a à l'appel. Alors après, c'est pas ce dont on parle le plus,
Mais bref, j'avais envie de revenir sur ce petit fait marquant. Fabrice, est-ce que tu peux juste nous dire ce que tu juges particulièrement intéressant dans le boulot de Lionel, dans son approche et dans votre complémentarité à tous les deux? Bah, il correspond à une expertise que j'ai besoin. C'est que comme là, je le revendique non-stop, la statistique, je veux qu'elle soit interprétée par des experts, bah, il représente l'expertise. Donc c'est exactement ça que j'apprécie chez Lionel, quoi. Et en plus Yes. qu'on soit amis, tu vois. Déjà, on est amis, on s'entend bien. C'est Ouais. quelqu'un qui a cru en la stats dès le départ. Et en plus, il m'amène cette expertise physique que je ne possède pas. Et vice-versa, Lionel, en quoi l'association avec Fabrice te fait aller, te tire vers le haut, quoi? Si tant est que ça soit le Je- cas, peut-être que. Ouais, bon, on va voir. Non, 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 évidemment, évidemment. Mais je crois que Fabrice, il l'avait dit dans un des premiers podcasts. Finalement, il lui manquait des outils, sans avoir été joueur de très haut niveau, il lui manquait des outils pour vraiment comprendre le sport de A à Z. Et puis qu'il avait envie de tout savoir et de tout comprendre du sport. Je crois que bon, on s'appréciait et tout, mais je crois que moi, depuis quelques années maintenant, je pense quand même facilement 5-6 ans, bah finalement, c'est aussi un moyen pour moi de comprendre mieux le sport et puis de ne pas passer à côté de certaines choses. Parce que c'est facile de regarder un match de tennis et de dire ouais, alors là, le coup droit, c'est pas terrible, le revers, il est magnifique et tout. Mais après, quand on regarde les chiffres, il y a beaucoup de choses qui se confirment, mais il y a beaucoup de choses aussi qui ne se confirment pas. Moi, je crois que je l'ai plutôt fait au début par humilité et par intérêt, parce que je trouvais ça simplement intéressant aussi Ouais. d'avoir un maximum de données et par humilité parce que voilà, j'avais besoin de données concrètes, peut-être pour compenser mon manque d'expérience en tant que joueur, pour pouvoir simplement mieux travailler en tant que coach. Un rapide break pour vous rappeler qu'on a enregistré 4 optimisations pour mieux comprendre l'ADN de votre jeu et gagner 15% de matchs en plus grâce à la stat. Parole de statisticien. C'est 1h14 de contenu gratuit en lien juste en dessous. On le sent avec un Gilles Servara qui va chercher des experts. D'ailleurs, c'est comme ça que je t'ai connu, Fabrice, c'est en ayant fait une interview avec Gilles. Évidemment, les cerveaux sont plus productifs et on découvre, on progresse à plusieurs. Et Gilles, aujourd'hui, c'est un chef d'orchestre avec toi en tant que statisticien, avec une prépa mentale, avec un prépa physique. Quasiment tous les meilleurs joueurs ont ça. Mais le tennis qui a été un milieu assez conservateur pendant des années est en train de considérablement s'ouvrir et c'est Ouais. particulièrement intéressant d'aller chercher un peu de la complémentarité dans différents profils. Est-ce qu'on peut commencer du coup par ces fameux outils de mesure dont tu te Mhm. sers au quotidien pour évaluer les joueurs sur leurs conditions physiques? Est-ce que tu peux nous les citer, nous en parler et puis vraiment nous expliquer comment tu fais, quoi? Oui, moi, je vais essayer de le faire. Je vais essayer de le faire vite fait parce que je pense avant d'énumérer les outils, ce qu'il faut savoir, c'est que il faut juste parler un petit peu du tennis en lui-même. Ouais. Qu'est-ce qu'est le tennis et comment il fonctionne. Donc Yes. les premiers outils ou les premières mesures dont on dispose, c'est toute l'analyse de l'activité. Donc c'est de savoir qu'un match il dure en moyenne 90 minutes, qu'on a 3 à 4 déplacements en moyenne par point, ou qu'un point dure 6 à 8 secondes en moyenne, des choses comme ça. Après, la définition énergétique, alors on en trouve beaucoup. Mais moi, je Ouais. dis toujours que c'est un sport d'endurance, de force, vitesse, coordination. On a finalement toutes les notions dedans qui sont importantes. On a la partie vitesse-coordination, Ouais. parce que c'est un sport complexe en termes de coordination et qui se passe à haute vitesse. Mais c'est un sport de puissance aussi, donc on a besoin de force. Et tout ça, ça se répète, ça se répète, ça se répète entre 90 et plus minutes. Donc 90 et plus. Et dans vitesse, 90 et plus. tu mets explosivité ou pas? Ou alors après, la force, la vitesse, tout ça, il y a des sous-thèmes. Après, dans la vitesse, on va trouver 10 vitesses différentes. La vitesse de réaction, la vitesse de démarrage, la vitesse d'accélération, la vitesse de freinage. Et pour la force, c'est la même chose. La puissance, l'explosivité, la force de démarrage. Voilà, après, c'est infini. Si on part dans les termes de préparation physique, Ouais. tout se catégorise en fait. Donc après, les tests. Les fameux. Les fameux tests, les données statistiques physiques. Évidemment, on peut mesurer la capacité aérobie, donc l'endurance. Là, il y a des tests types, comme le test qu'on connaît, léger bouché, ou d'autres tests intermittents plutôt pour le tennis. Ouais. Il y a des tests de force et de puissance. Donc des tests de force, on peut faire des tests de force maximale avec des poids ou avec des plateformes de force qui mesurent la puissance, par exemple, du bas du corps. Tous ces tests, juste te coupe une seconde. Tu les fais quand tu commences avec ton joueur ou ta joueuse pour partir d'une base et après savoir ce sur quoi tu vas mettre l'effort, le focus. Ouais.
Alors, c'est un petit peu différent pour tous les athlètes. Si on a un athlète de 25 ans qui arrive, qu'on ne connaît pas, bah là, Ouais. on va essayer de faire un maximum de tests pour apprendre à le connaître. Alors que si c'est un athlète qu'on a vu grandir entre 14 et 20 ans, bah, là, on va faire des tests, pas pour le connaître, mais on va faire des tests pour mesurer la progression plutôt. Yes. Et là, on va pas faire 60 tests parce qu'après, là aussi, il y a énormément de choses. Donc là, après, et on en parlera aussi par rapport à la stat, à un moment donné, il faut trier. Il faut Ouais. prendre des choses qui nous paraissent les plus essentielles. Ouais. Et puis là, voilà, 2-3 tests par joueur et on essaie de progresser là-dedans. Et ça devient notre instrument de mesure finalement pour progresser. Et le joueur, si on fait juste un parallèle sur le joueur de club qui nous écoute qui a envie de progresser, tu le recommanderais quel test? Bon, Fabrice, si je ne me trompe pas, les données statistiques sont les mêmes, plus ou moins pour n'importe quel niveau, en termes de durée de jeu et durée de points, etc. Oui, assez, ouais. Ouais. Donc, un joueur de tennis, je crois que de club, je crois que je le motiverais plutôt à faire des exercices de vitesse et de coordination, des choses comme ça. Ok. Des choses qui vont le rendre plus agile, qui vont le rendre dynamique, parce que c'est quand même souvent, c'est une chose qu'on remarque entre le joueur de club, le joueur de performance et le joueur d'élite, ben, c'est la vitesse à laquelle les choses se passent. Ouais. Et quand on vieillit aussi, on s'en rend compte après que c'est la vitesse qui diminue. Moi, c'était vraiment le test que le joueur de club pourrait faire pour partir sur une base de travail. Il y a des tests de laboratoire, il y a des tests qui demandent un peu de matériel, puis après, il y a les tests qu'on peut faire avec un simple chronomètre. Ouais. Et là, pour la vitesse, j'utilise plusieurs tests, mais il y a 2 tests qui sont des tests de la Fédération française Ouais. de tennis. Et il y a un test, c'est le test navette. C'est 5 longueurs entre une ligne de simple et l'autre. D'accord. C'est 5 allers-retours, enfin 5 allées sur la largeur du terrain de simple. Il faut chaque fois passer un pied et puis aller au chrono. Et puis ça, c'est un des tests références de la Fédération française de tennis. Donc ça, c'est quelque chose qui est super simple à faire. Et les joueurs, ils peuvent déjà partir là-dessus et puis voir comment ils évoluent avec le temps en s'entraînant. Muy bien. Je peux leur donner une référence de temps. Ça On m'intéresse. va dire pour les femmes qui arrivent à faire en dessous de 10, 30 ou 10, 20, 10 secondes 30, 10 secondes 20, on commence à être dans quelque chose de bien. Ouais. Et pour les hommes, il faut être en dessous des 10 secondes en dessous des 10 secondes, ça devient vraiment quelqu'un de rapide. Et si c'est pas le cas, tu as intérêt de bosser au sprint, au démarrage, à l'explosivité? Alors c'est des changements de direction. Ouais. Donc, c'est un enchaînement rapide de vitesse de démarrage et de vitesse de freinage. Donc, ce qu'on va souvent observer chez les non-athlètes ou les athlètes moins entraînés, c'est des problèmes à freiner aussi. Faire des courses en descente ou faire des freinages en descente, des bondissements d'une jambe à l'autre, des choses comme ça. Bon, je simplifie, mais je pense que la partie freinage, c'est souvent le point faible. On voit de plus en plus sur les comptes Instagram, j'ai en tête David Goffin qui montre un peu ses entraînements physiques qui sont hyper pointus. Là, dès que tu nous parles de changement de direction, de tests en laboratoire, voilà, tout de suite, on est vraiment dans de la pointe, dans de l'élite. On a cette image pour progresser physiquement, faire un footing ne sert plus à grand chose. Mais derrière, si on veut devenir bon d'un point de vue physique, bah, tout de suite, faut avoir des tuyaux qu'on rentre dans la gorge et, et se faire des injections. Est-ce que tu peux nous démystifier un petit peu ce côté pointu, ultra pointu, qui finalement peut être un peu plus accessible si on se démerde bien? Là, tu viens de nous donner en l'occurrence le test des largeurs qui est quand même plutôt facile à suivre. Mais est-ce que tu peux nous démystifier un petit peu juste la prépa physique qui n'est pas forcément si compliquée Bah déjà, c'est assez culturel. C'est-à-dire qu'en fonction des pays, il y a des manières de faire. L'Espagne ou l'Amérique du Sud peut-être aura ses méthodes, la France et l'Europe du Nord ses méthodes. Et c'est vrai qu'on trouve encore beaucoup de joueurs et beaucoup d'entraîneurs ou de structures d'entraînement qui fonctionnent de manière pas archaïque, mais de manière extrêmement basique. Donc, comme tu disais, le footing, les abdos, les dorsaux, quelques sprints, et puis voilà. Puis, bien sûr, une réflexion derrière, une bonne quantité d'entraînement, peut-être une bonne planification, mais ça reste avec des outils de travail très simples. C'est ça qui est toujours compliqué, c'est que le tennis déjà en lui-même, il est hyper complexe. Ouais. Donc, on doit décider qu'est-ce qu'on va travailler. Et puis après, si en plus on commence à partir dans tous les sens, à vouloir tout tester, à utiliser des instruments technologiques pour travailler la vision, la poussée du pied droit et tout, on s'en sort plus. Donc il faut savoir par moment faire des choses extrêmement simples. Yes. Mais par moment, c'est intéressant par contre, et notamment avec la stat, c'est bien qu'on dise ça parce que on pourrait croire, ok, mais est-ce qu'on va vraiment créer le lien entre la stat et le physique? Est-ce qu'on va pas trop loin? Mais en fait, non, parce que ça a un sens quand même. Et ben voilà, la transition est toute faite. Quelle est la connexion justement entre stade de performance du terrain et interprétation physique derrière? Comment vous fonctionnez tous les deux? C'est que
une fois de plus, je répète toujours le projet que j'ai, c'est toujours d'interpréter des résultats d'une stats de terrain, de match, à des experts. Et donc, ceci veut dire que des statistiques de performance d'un certain coup peuvent être expliquées par le physique ou pas. Donc, ça part, un, de stats, pour deux, une interprétation physique ou autre. Donc, oui, c'est important. C'est important surtout quand ça touche la condition physique. Et c'est là que dans les exemples qu'on va faire, qu'on a mis en place avec Lionel, qu'on va voir comment le physique peut être important ou comment développer en physique des statistiques d'efficacité de terrain, on va dire. Donc, on a Yes. pris 3 exemples pour ça. Donc le premier, l'interprétation physique en rapport au service, c'est bien ça? Exactement. On en a un par rapport au service. Donc, partons chaque fois de l'idée que je fais le bilan d'un joueur. Donc, on va prendre en plus toi comme exemple. Je fais ton bilan. Ça me fait Je plaisir, ça, fais, Fabrice. voilà, je fais ton bilan au service. Donc, déjà, je vais faire ton ratio D, c'est de service gagnant. Donc, un ratio D, c'est de service gagnant. C'est par exemple le nombre de fois que tu as fait un ace ou un service gagnant divisé par le nombre de premiers services passés. Donc, pour faire simple, disons que tu as fait 2 ace services gagnants sur 20 premières balles passées. Ça fait 20%. Donc, disons que c'est tes résultats sur le bilan. Après, on voit que par rapport à ta taille, combien tu mesures? 1,74. Alors, pour 1,74 m, mais bon, même le 20%, par exemple, pour 1,74 m, ça c'est un exemple, hein, on n'est pas dans des chiffres, mais disons que tu fais mieux, disons que tu fais 1,85 m. C'est beaucoup mieux. On est déjà plus dans les standards du top 100, quoi. La moyenne, c'est combien d'ailleurs dans le top 100? Je crois 88. Non, mais disons que tu fais 1,80 m, que tu fais un certain résultat dès cette service gagnant. Pardon. Combien tu mesures? 1,68. Bon, disons que tu fais un 90. non, parce que tu comprendras Sympa, après que c'était pour donner un meilleur exemple. C'est-à-dire, en gros, il y a des études qui, plus tu es grand, plus tu vas faire des 7 services gagnants. C'est comme ça. C'est normal. Si tu fais 2,10 m, tu vas faire plus des 7 services gagnants que si tu fais 1,60 m. Yes. Donc, j'ai fait une grille par rapport à ça, par rapport à tous les joueurs qui ont été top 100. Et si disons que tu fais un certain pourcentage des 7 services gagnants, je vais le comparer par rapport à ce que tu devrais faire par rapport à ta taille. Et maintenant, on prend un exemple où j'ai calculé un joueur, donc pas toi ou toi, mais si tu fais 1,85 m, et il s'avère que tu ne fais pas assez d'ace ou services gagnants par rapport à ta taille. Ouais. Ça, c'est le premier constat. Deux, après, on va passer dans chaque expert. Donc, l'expert stratégique, il va dire, non, pour moi, c'est bon. Il varie bien ses zones au service. Après, on passe chez le biomécanicien. Le biomécanicien, il dit, ouais, non, son trophy position, donc le coude, c'est bon pour moi, je ne vois pas un problème technique. Après, on passe chez le coach, l'expert mental, qui nous dit, ouais, l'intention sur sa première balle, elle est bonne. Il essaye de faire mal, mais il n'y arrive pas. Donc, on a passé tous les experts. Et là, on se tourne après, par exemple, vers l'expert physique qui, lui, doit nous donner son interprétation. Et dans cet exemple, après, Lionel pourrait intervenir. Et là, il peut vous expliquer, dans ce cas, qu'est-ce qu'il ferait. Alors, Lionel, comment est-ce que je peux mieux claquer ou optimiser mon service d'un point de vue physique? Alors c'est exactement, pour faire la transition, c'est exactement ça. C'est comment est-ce que tu peux mieux claquer. Donc, une fois que tous les experts sont intervenus, la dernière chose ou une des choses qu'on a regardé aussi, c'est les kilomètres/heure. Et là, dans l'exemple qu'on va prendre, on se rend compte que le mec, enfin toi, en plus grand, tu sers 15% plus lentement que la moyenne des joueurs de ta taille, par exemple. Donc là, on sait que tout est en place pour que ça fonctionne. Simplement, tu ne sers pas assez fort. Ouais. Peut-être un exemple de serveur sur le circuit un peu sous-exploité en termes d'optimisation, comme ça, on en a un ou pas pour illustrer? Non, on n'en a pas. Mais Filippo Volandri revient. Non, mais Volandri, ça peut être un problème biomécanique. Tu vois aussi, quand tu vois la cambrure de son dos, son geste technique, c'était pas le top. Ses choix de zone, elles n'étaient pas bonnes parce qu'il mettait que du kick revers. Ouais. Et son intention, elle n'était pas bonne parce qu'il voulait faire des premières, deuxièmes. Donc, on avait déjà un problème biomécanique, stratégique. Peut-être pas physique. Si on part du principe que la biomécanique, c'est pas du physique. Ouais. Mais on va dire en tout cas pas énergétique, dans le sens c'est pas un problème musculaire peut-être. Il manque pas de puissance musculaire. Tu avais parlé de Ito l'autre fois, non? Je ne sais plus comment il s'appelait. Taro Daniel. Taro Daniel. Ouais, mais Taro Daniel, c'est typiquement un problème. Nous, on pense beaucoup plus de mindset. Ouais. Ça veut dire que le mec, il fait 1,91 m, mais il la balance juste pas. Ce que tu disais tout à l'heure, tu passes entre les mains de l'expert un peu mental, de
récupère. Mais il faut aussi pour expliquer, des fois, il y a un résultat statistique qui peut être expliqué par les quatre. Il y a un peu de stratégie, un peu de physique, un peu de biomécanique, un peu de mental. Mais là, vu qu'on parle de la condition physique aujourd'hui avec Lionel, on part d'idée que c'est que chaque fois qu'un problème physique. Comment je récupère ces 15 km/h, Lionel, s'il te plaît? Je cours après depuis des années. Donc là, maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on va développer cette explosivité du bras, finalement. Ouais. Donc là, on peut évaluer deux choses. On peut évaluer la force maximale dans le haut du corps, notamment. Et là, on va plutôt parler de bras-épaules. Et puis, on peut évaluer l'explosivité. Donc ça s'évalue avec des lancers de medicine ball ou avec des lancers de balles, de balles lestées, des choses comme ça. Après, on regarde où est le problème. Et là, on peut avoir trois situations. La première situation, c'est le joueur, il a une bonne vitesse de bras, mais il manque cruellement de force maximale, ce qui fait que son niveau de puissance, il n'est pas aussi bon qu'il pourrait l'être. On peut avoir le problème inverse, un joueur qui a une très bonne force maximale, mais qui manque cruellement de vitesse de bras. D'accord. Et là, on va devoir plutôt intervenir sur la vitesse gestuelle à ce moment-là. Et puis après, on a le joueur qui peut manquer un petit peu des deux. Et là, du coup, ce sera un travail à faire en parallèle entre la force maximale et le développement de la vitesse gestuelle. Et typiquement, quand tu récupères une Vera Zvonareva, toutes ces jauges, elles sont plutôt au top du top, ou tu as quand même une marge de manœuvre pour l'emmener encore plus haut? Alors, théoriquement, sur cet exemple précis, on a un manque un petit peu des deux. D'accord. Donc, on a un petit peu un manque de force maximale et on a aussi un manque de vitesse gestuelle. Après, il y a peut-être d'autres choses encore, mais si on s'en tient à cet exemple-là, on manque un peu des deux. Par contre, on a 25 ans de tennis dans Ouais. l'épaule, Ouais. des blessures récurrentes et une usure de l'épaule, et des problèmes à récupérer aussi après les entraînements de force au niveau de l'épaule. Donc là, on est sur quelque chose qui est hyper complexe. On doit vraiment bien réussir à jongler avec ça, parce qu'on doit réussir quand même au minimum à maintenir sa performance, si Ouais. possible à l'augmenter, mais on doit la garder saine. Donc, les délais de récupération après les matchs sont plus longs, donc on doit attendre plus longtemps avant de pouvoir retravailler dessus. Ouais. Si on doit faire attention à comment on travaille dessus pour pas que ça crée de l'usure non plus. C'est une situation qui est très challengeante pour un entraîneur physique, ça. Ouais. Et il y a deux, trois astuces comme ça, si certains qui nous écoutent ont des pathologies d'épaule ou de l'usure, comme tu le dis. T'as un ou deux. La clé, c'est la régularité. D'accord. C'est la régularité des soins, c'est Ouais. la régularité des exercices de prévention et c'est la régularité de l'entraînement. Ça, c'est la clé. Monsieur Sbarro, master, comme on l'appelle, est-ce que tu peux enchaîner sur le retour, l'interprétation de la stat au retour, et on fera le lien avec le physique, Ouais, avec Lionel. une interprétation physique de la stat sans retour. Donc là, on a pris un autre exemple. On sait que plus tu remets de première balle en jeu, plus tu as de chances d'avoir un pourcentage de points gagnés en retour de première balle au-dessus de la moyenne. C'est corrélé. Tu veux, en gros, plus tu remets, plus tu arrives, moins tu te prends d'essais de service gagnant, plus tu vas gagner de points en retour de première balle. C'est ce qui est corrélé le plus. Donc voilà, on va partir de là et on va partir de l'idée d'un joueur qui ne remet pas assez de retour en jeu. Donc Okay. Une fois de plus, on passe en stratégie. Donc en stratégie, on pourrait dire, est-ce qu'il a une position qui est trop proche de sa ligne? Disons que ce n'est pas le cas. Il a une bonne position. Mental, est-ce qu'il est très agressif en retour de première balle, alors que c'est quelque chose qu'on sait qui fonctionne moins parce que vaut mieux être plutôt défensif? Non, ça fonctionne, c'est bien. Est-ce que sa technique en retour est mauvaise? Non, on dit que rien à voir avec ça. Et là, du coup, on se tourne vers Lio et on se dit, Lio, toi, que vois-tu? Parce que nous n'arrivons pas à expliquer pourquoi il remet moins de services en jeu que la moyenne. Lio, sauve-moi, s'il te plaît. Voilà, c'est ça. Il a pas de guiche. Merci. Merci, Lio. Alors, prochain point. C'était toi l'exemple de nouveau? Mais c'est quoi la guiche? Nous, on ne connaît pas en France. Là. C'est les jambes. Chez nous, c'est les jambes. C'est ça qu'on aime chez Lio. C'est que tu vois, je lui pose une question comme ça, puis il me dit, t'as pas de guiche? Terminé. T'es bourré de fibres lentes et t'as pas de guiche. C'est ça. En gros, c'est ça. Donc Fabrice nous a fait le cas. Donc effectivement, on se retrouve dans la situation où le joueur il est incapable finalement d'atteindre la balle parce que tout est en place pour qu'il puisse le faire, mais il n'arrive pas à atteindre la balle. Donc là, on va dire ok, quelles sont les deux qualités dont on a besoin pour un retourneur? C'est quand même qu'il ait un temps de contact dans son allègement qui est suffisamment court, et en plus la capacité à s'étendre, donc à pousser sur les jambes suffisamment fort
pour pouvoir aller chercher la balle sur les côtés. Voilà, on va dire que c'est un petit peu les deux choses. Donc, de nouveau, comme avant, qu'est-ce qu'on fait? Si on ne connaît pas spécialement bien le joueur, on procède à une évaluation. Ouais. On mesure la force maximale, on mesure les temps de contact avec ce qu'on appelle des tests des drop jump. Donc, on saute depuis différentes hauteurs et on essaie de rebondir avec le temps de contact le plus court possible. Okay. Et on mesure ensuite la puissance élastodynamique. Donc, on va mesurer la capacité du muscle à être élastique. Donc, à utiliser et la phase de freinage et la phase de contraction, en gros. Et puis, on regarde là-dedans où se trouve l'équilibre finalement du joueur. Et là, après, on va dire, OK, qu'est-ce qui est le moins important peut-être là-dedans? C'est la force maximale, parce qu'elle n'est pas directement liée, elle peut ne pas être directement liée à la capacité élastodynamique, donc à la capacité à rebondir. Finalement, c'est ça qu'on aimerait. On aimerait qu'il rebondisse de manière dynamique sur les côtés. Et puis, après, en fonction de ce qu'on observe, on définit les objectifs de travail. Si on n'a pas assez de temps de réaction, de capacité à rebondir sur les côtés, qu'est-ce qui nous encourage à travailler, nous qui sommes avec une paire de baskets, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un élastique peut-être? Enfin bref, tu vois, avec le moins de matos et le plus d'efficacité, qu'est-ce qui nous encourage à faire? Alors, ce qui est le plus simple à faire, et aussi chez des athlètes moyennement entraînés, voire pas entraînés du tout. Et puis, c'est aussi quelque chose, voilà, l'indice que je donne là, c'est aussi quelque chose qui est valable un peu pour tous les âges. C'est qu'est-ce qu'on arrive à améliorer quand même avec l'âge, quelque chose qui est ni génétiquement déterminé, ni qui doit se développer pendant la phase de croissance, c'est le niveau de force maximale. Ça, c'est quelque chose qu'on peut développer après la phase de puberté, par exemple. On peut le développer jusqu'à 30, 40 ans. Donc, finalement, ce serait le plus simple parce que sans analyse précise d'un spécialiste, on est plus ou moins sûr de ne pas trop se tromper. Si quelqu'un de non entraîné s'entraîne en force maximale, on va obtenir des résultats. Mais ça veut dire quoi, du coup, force maximale et adapté au retour? Comment tu l'adaptes? Alors là, ce serait un travail de force maximale au niveau des jambes. Donc, je donne l'exercice type, c'est le squat. Pour que ce soit réaliste par rapport au retour, ce serait de travailler entre un quart de squat et un demi-squat. Ça veut dire de peut-être créer beaucoup de tension, utiliser pas mal de charges, donc avec la barre sur le dos, mais de pas descendre trop bas, parce que c'est pas quelque chose qui se fait en retour. On va jamais trouver un joueur qui est à 90 degrés au niveau de ses genoux pour faire un retour de service, parce que c'est trop lent. Pour que ça aille vite, on doit être sur des angles un peu plus ouverts. Donc voilà, ce serait quelque chose de simple. Travailler la force maximale sur un squat avec des angles relativement ouverts. Bon, quoi qu'il arrive, il faut un petit peu de matos du coup. Et là, il faut un petit peu de matos, là, ouais. Donc maintenant, dernier exemple qu'on a pris pour interpréter la statistique de performance par le physique, c'est un joueur qui, on calcule, on fait son bilan et on aperçoit que son ratio de points en coup droit est bien en dessous de la moyenne. Donc, il n'arrive pas à faire des winners ou ce que j'appelle des points provoqués. Donc, une fois de plus, on dit que ce n'est pas stratégique, ce n'est pas mental et ce n'est pas non plus biomécanique. Donc, pour donner un exemple, ce n'est pas stratégique parce qu'une des stratégies pour augmenter ton nombre de points, c'est de le suivre plus souvent à la volée. Disons que le joueur donc suit encore assez souvent son coup droit à la volée. Biomécanique, là, c'est la gestuelle biomécanique, je ne veux pas rentrer dans les détails. Et mental, c'est souvent l'intention d'aller vers l'avant, on peut dire. Donc, il ose aller vers l'avant, il les fait avec des coups droits le long de la ligne, mais malgré tout, il a un ratio de points qui reste inférieur à la moyenne. Et là, on toque chez Lio, et Lio nous trouve la solution. Il va nous... Docteur Lio, avec mon coup droit atteint du cancer, comment je peux le soigner? Ça c'est un mal qu'on retrouve beaucoup quand même dans le tennis, quand même qui est difficile à améliorer. Là, ça nous amène, c'est quelque chose que je voulais dire par rapport à la stat à Fabrice. Je dirais il y a 3 grands domaines qu'on arrive à mettre en lien avec la stat. C'est la technique du jeu de jambes, par exemple. Parce que là, il parle de suivre le coup droit au filet, ça demande une certaine technique de jeu de jambes et là, une certaine stratégie de jeu de jambes. Donc, par exemple, là, notre joueur, il pourrait suivre son coup droit au filet, par contre, il prend la balle descendante. C'est-à-dire que stratégiquement, il ne va pas se placer suffisamment proche de la balle, donc pas suffisamment dans le terrain pour le suivre au filet, par exemple. Donc, ça, ce serait pour technique et stratégie de jeu de jambes. La deuxième chose qu'on peut lier, c'est le côté énergétique, dont on a parlé avant sur le service et le retour. Donc, là, on est sur force, vitesse, endurance. Qu'est-ce qui manque dans ces 3 facteurs de conditions physiques? Puis le dernier aspect, c'est la biomécanique. Et là, typiquement, pour le coup droit, là, on est sur un problème biomécanique. Maintenant, vu qu'il n'est pas dans la stratégie du jeu de jambes.
Donc on a vraiment un problème avec ce joueur. Il n'arrive pas à développer de puissance. Déjà, sur le jeu de jambes, comment tu bosses? Qu'est-ce que tu encourages à faire pour, je sais pas, pour l'améliorer, pour être plus véloce, pour... Il y a un exercice qu'on utilise avec les tout petits, qui est d'annoncer, ça c'est peut-être suisse, mais c'est le tip-top. C'est l'exercice du tip-top. Ok? C'est c'est que quand la balle touche le sol, le joueur annonce tip. Ouais. Et puis quand il touche avec la raquette, il annonce top. On peut Ouais. leur dire, vous allez chercher un rythme entre le rebond et l'impact qui est toujours le même. Et ça, Ok. ça va les forcer, quand les balles sont plus courtes, à pas attendre la balle. Ouais. Et ça va les forcer à enclencher leur jeu de jambes pour qu'ils aient cherché la balle plus tôt. C'est un exercice, s'il est bien fait, Ouais. qui est physiquement qui est vraiment sollicitant en termes d'endurance Très bien. et de concentration. Endurance et concentration, si on le fait pendant 4-5 minutes de manière rigoureuse, Ouais. c'est assez exigeant. Et de manière générale, pour améliorer les 2 autres points dont tu parlais sur le coup droit, est-ce que tu recommandes d'autres exercices, d'autres prises de conscience? Je sais pas. Oui. Alors après, faire des coups gagnants ou bien frapper la balle, pour moi, c'est tout le temps dans cette chaîne cinématique, donc dans la biomécanique. La chaîne cinématique, c'est la manière avec laquelle on va prendre les forces dans le sol. Elles vont Ouais. passer à travers le corps pour pouvoir les transférer à la fin dans la raquette et dans la balle. Ouais. Donc c'est la manière dont voilà, toute la force va finalement finir dans la balle, si possible pour faire un coup gagnant. Et là, on peut avoir 2 problèmes. On peut avoir, ou 3 problèmes. Un manque de force, simplement, qui va se traduire plutôt par un manque de gainage à ce moment-là. Un manque de coordination, ou alors ce que j'appelle un manque d'harmonie. Ouais, ou coordination, c'est un peu la même chose, un manque d'harmonie. Allez, pour simplifier, on va dire qu'on a l'énergie et l'harmonie. Et on doit d'abord contrôler ça. Est-ce que notre athlète, par exemple, il force beaucoup trop et du coup, il n'obtient pas de vitesse? Ouais. Ou alors, est-ce que son harmonie gestuelle, elle est vraiment bonne, mais finalement, tout est en place, y compris l'harmonie gestuelle, mais ça avance pas. Donc là, si ça n'avance pas, c'est dire qu'on est sur un problème de force. Donc là, on a de nouveau traité un petit peu notre problème et après, on va travailler. On va dire, OK, l'harmonie est bonne, peut-être que la force générale est bonne. Maintenant, on doit aller travailler spécifiquement sur cette chaîne cinématique. Donc, on doit entraîner notre athlète à prendre la force dans le sol, à la faire passer dans les jambes, dans les hanches, dans les épaules, dans le bras et jusque dans la raquette. Et ça, on le voit tellement bien chez les filles. Je me souviens de Justine Hénin qui était vraiment pas épaisse et qui arrivait à envoyer en allant chercher tellement de force dans le sol. C'était impressionnant, vraiment, la puissance qu'elle arrivait à générer. Si seulement j'avais pu reproduire ça, les gars, j'aurais dû vous rencontrer beaucoup plus tôt. Il est jamais trop tard, mais bon. C'est pour ça que le tennis, il est hyper intéressant parce que moi j'ai travaillé avec des mecs, un, deux, enfin j'ai quelques exemples pratiques, des Ouais. gars qui jouaient top 500 ou top 300 mondiaux, qui n'arrivaient pas à faire 5 appuis faciaux. Par contre, la coordination et l'harmonie du geste étaient telles, et c'était des punchers en plus, des gars qui faisaient des coups gagnants. Donc Yes. ça veut bien dire qu'on n'a pas besoin de tout pour être efficace en tennis. Ouais. On a 100 joueurs, on a 100 cas différents. Et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est bon. Et du coup, pareil, transition toute faite, c'est que dans la 3e partie, bon, j'en parlerai en conclusion, de manière peut-être plus détaillée en intro et en conclusion, mais dans la 3e partie, on détaille avec Fabrice les 7 types de jeux qui sont présents dans son livre en fonction d'un point de vue statistique. Et on fait le ricochet un peu comme ce qu'on vient de faire, mais en plus poussé avec Lionel pour vraiment travailler d'un point de vue physique avec des exercices concrets pour s'améliorer en fonction de son type de jeu, de son type de coup fort, son type de coup un peu plus faible, là où on peut vraiment optimiser ses forces, tout simplement. Et je vous invite vivement à découvrir cette 3e partie qui est en bonus. Je vais vous en parler en conclusion. Merci beaucoup, les gars, en tout cas, d'avoir pris le temps. Merci à toi. Un régal de te connaître, Lionel. J'espère que vous allez gagner quelques matchs à Dubaï et pas que. On va faire au mieux. Et, on se fait un petit zoom quand vous gagnez Roland Garros ensemble, hein, ça te va? C'est bon comme ça? Tu Magnifique. seras là, tu seras avec nous. Fabrice, tu auras peut-être gagné Wimbledon, toi, d'ici là, avec Daniel. À très vite. À bientôt. Ciao les gars. Ciao, ciao. J'espère sincèrement que ce 3e hors-série vous a plu. Je vous rappelle que j'ai inséré un bonus de 35 minutes dans le 2e lien en description, dans lequel on reprend les 7 styles de jeu possibles sur un cours de tennis. Fabrice vous les explique et Lionel vous offre des exercices concrets et accessibles en fonction de vos forces et vos axes d'amélioration.
C'est un bonus lié aux 33 optimisations stats tournées avec Fabrice Barrault. Et nous vous offrons une promotion de 50% pour le week-end de Pâques jusqu'à lundi 5 avril, 22h. Foncez en profiter. J'ai plus appris sur mon jeu en tournant ce contenu qu'en ayant fait du panier depuis mes 8 ans. Les liens sont juste en dessous en description. Et venez nous dire si ce format hors série vous plaît en commentaire. Pensez à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous devenez instantanément une légende dans notre cœur. Je vous ai mis un sondage aussi dédié à la prépa physique en lien. Venez me dire ce qui vous bloque le plus et ce que vous aimeriez travailler sur ce sujet précis. À très vite les légendes et ne lâchez rien sur la préparation physique. Prenez soin de vous. Ciao.